Rencontre lundi à Bruxelles entre Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est la première fois que les deux anciens présidents ivoiriens, aujourd'hui dans l'opposition, se sont vus depuis 2010 et à un an de la présidentielle de 2020. Le bilan d'une attaque de groupe djihadiste Boko Haram samedi dans le nord-est du Nigeria grimpe à 65 morts. Les djihadistes ont pris pour cible des personnes qui participaient à une cérémonie de funérailles. Les équipes devant prendre part à la Coupe du Monde 2022 au Qatar connaissent désormais leurs adversaires de groupe. Le tirage au sort a eu lieu au Caire pour les matchs de qualification des équipes de la CAF. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Rencontre lundi à Bruxelles de Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'est la première fois que les deux anciens présidents ivoiriens, aujourd'hui membres de l'opposition, se sont vus depuis 2010 et ceci à un an de la présidentielle prévue pour 2020 en Côte d'Ivoire. Reportage. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a rendu visite à Laurent Gbagbo, président du FPI, Front populaire ivoirien, son homologue ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui attend en Belgique une décision de la Cour pénale internationale. Les présidents se sont réjouis de cette première rencontre depuis la fin de la crise post-électorale, selon un communiqué signé des deux partis politiques. Henri Konan Bédié avait apporté son soutien à Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo au deuxième tour de la présidentielle de 2010. Il a été un allié du président Ouattara, son parti participant activement à la coalition au pouvoir jusqu'en 2018. Cette coalition a explosé parce que le président Bédié estimait que la coalition devait soutenir un candidat du PDCI en 2020. Henri Konan Bédié s'est particulièrement réjoui de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et lui a vivement souhaité un retour rapide en Côte d'Ivoire. Acquitté par la Cour pénale internationale, Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Les deux anciens chefs d'État ont demandé la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires et le retour en sécurité de tous les exilés. Procès du leader du groupe chiite incarcéré depuis décembre 2015. Ibrahim Zakzaki ne s'est pas présenté au tribunal lundi pour des raisons de santé. L'audience a une nouvelle fois été ajournée à la semaine prochaine. Reportage. En raison de son état de santé très mauvais, le chef du mouvement islamique du Nigeria ne s'est pas rendu lundi matin à son procès tenu dans la grande ville de Kaduna au Nigeria. Les avocats d'Ibrahim Zakzaki demandent sa libération sous caution pour qu'il puisse aller se faire soigner en Inde. La cour jugera le 5 août s'il peut partir ou être soigné dans les hôpitaux du Nigeria. Par ailleurs, la présidence nigériane a annoncé dimanche l'interdiction totale pour terrorisme et activité illégale du MIN, un mouvement chiite radical, après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja. Le mouvement islamique du Nigeria condamne la décision d'un tribunal d'autoriser le gouvernement à l'interdire pour terrorisme. L'IMN est une tendance, ce n'est pas une organisation. Elle n'a jamais été enregistrée nulle part, dans aucun État de la Fédération, donc elle n'existe pas légalement. Elle n'est pas une entité légale et ne peut donc être proscrite. Nous allons faire appel et informer le juge qui a fait ça, qu'il l'a fait par ignorance. Le gouvernement mine l'indépendance du Nigeria par son ignorance et nous ne pouvons le tolérer. Vous ne pourrez jamais arrêter une idée. Vous ne pourrez jamais arrêter notre religion. Vous pouvez persécuter les chiites, mais on ne peut jamais tuer le chiisme. Le MIN, né en tant que mouvement étudiant en 1978, avant de muer en groupe révolutionnaire inspiré par la révolution islamique en Iran, est aujourd'hui encore proche de Téhéran et suscite une grande hostilité au Nigeria, où l'élite musulmane sunnite ne cache pas ses affinités avec l'Arabie saoudite. On reste au Nigeria où le bilan d'une attaque du groupe djihadiste Boko Haram samedi dans le nord-est du pays grimpe à 65 morts. Les djihadistes ont pris pour cible des personnes qui participaient à une cérémonie de funérailles. Des dizaines de cadavres supplémentaires ont été découverts après l'attaque par des hommes armés d'un village proche de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno.
Il y a 65 morts et 10 blessés, d'après le chef du gouvernement local, Mohamed Boulama. Le dirigeant d'une milice locale anti-Boko Haram a confirmé ce bilan tout en faisant un récit légèrement différent de l'attaque. Plus de 20 personnes sont mortes dans l'attaque contre les participants rassemblés pour la cérémonie de funérailles et des dizaines d'autres ont été tuées alors qu'elles tentaient de poursuivre les djihadistes. Pendant l'enterrement, ils les ont attaqués au cimetière. Ils ont tué 21 personnes sur le coup. Plus tard, quand les autres ont appris ce qui s'était passé, ils les ont poursuivis. Les djihadistes les ont tués. Définitivement, nous venons simplement ici, puis nous rentrons. Nous allons tenir une réunion de sécurité pour discuter de la voie à suivre. Des proches rassemblaient les corps des personnes tuées en vue de leur enterrement. L'attaque de samedi est une opération de représailles contre le meurtre de 11 combattants du groupe et la saisie de 10 fusils automatiques par des habitants il y a 2 semaines, lorsque Boko Haram s'était approché de leur village. Les généraux au pouvoir au Soudan et les leaders de la contestation vont reprendre ce mardi leurs négociations pour aborder des questions en suspens sur la transition. L'annonce a été faite dimanche par un médiateur de l'Union africaine. Reportage. Le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassen Lebat, a indiqué que les deux parties qui ont signé le 17 juillet un accord de partage du pouvoir avaient été invités mardi à des discussions finales sur la déclaration constitutionnelle. Un leader de la contestation, Babikir Faisal, a confirmé la tenue mardi à Khartoum de nouveaux pourparlers. Selon la déclaration politique signée le 17 juillet après de difficiles négociations, un conseil souverain composé de 5 militaires et de 6 civils sera chargé de mener la transition pendant un peu plus de 3 ans. Les militaires présideront cette instance pendant les premiers 21 mois. Les civils prendront la relève pour les 18 mois restants. Selon Faisal, lui, il reste à s'accorder sur les pouvoirs qui seront conférés au Conseil souverain, sur le déploiement des forces de sécurité dans le pays et sur l'immunité absolue réclamée par les généraux au pouvoir. Les militaires insistent pour que les représentants militaires au sein de la future instance bénéficient d'une immunité totale dans les dossiers liés aux violences contre les manifestants. Selon un comité de médecins proches de la contestation, 127 manifestants ont été tués le 3 juin lors de la dispersion d'un sit-in des manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum et 246 personnes sont mortes depuis le déclenchement du mouvement de contestation en décembre. Une enquête officielle a évoqué samedi un bilan très inférieur et conclut l'implication de 8 paramilitaires dans cette dispersion brutale. Les chefs de la contestation en ont rejeté les conclusions. Et le nombre de morts continue donc d'enfler dans ce pays. En effet, 5 manifestants, dont 4 étudiants, ont été tués par balle lundi. Déjà hier, donc, lors d'un rassemblement au Soudan. Une scène qui se déroule à la veille donc, de cette reprise des négociations entre pouvoir militaire et les chefs de contestation pour finaliser un accord de transition. Reportage. Lundi, dans la ville d'Al-Obeid, la capitale de l'État du Nord Kordofan, 5 manifestants ont été tués par balle lors d'un rassemblement selon un comité de médecins proche du mouvement de contestation. Les raisons pour lesquelles ces personnes manifestaient n'étaient pas claires dans l'immédiat. La ville d'Al-Obeid n'a pas connu de manifestations importantes contre le pouvoir lors des mois de contestation. L'Association des professionnels soudanais, SPA, l'un des principaux membres de la contestation, a affirmé que des balles réelles avaient été tirées contre ce qu'elle a présenté comme une manifestation d'étudiants. Nous appelons tous les citoyens et les médecins et les secouristes à se rendre en urgence à l'hôpital et d'autres hôpitaux qui reçoivent les blessés atteints de balles réelles, a dit le groupe sur sa page Facebook. Plusieurs manifestations ont eu lieu depuis samedi à Khartoum pour protester contre les conclusions d'une enquête officielle sur la répression meurtrière d'un sit-in de manifestants le 3 juin dans la capitale soudanaise qui a fait des dizaines de morts. Cette enquête a conclu samedi à l'implication dans la dispersion du sit-in de 8 paramilitaires, dont 3 au moins sont membres des redoutées forces de soutien rapide RSF, dirigées par le numéro 2 du Conseil militaire au pouvoir au Soudan,
Mohamed Andan Daglo. Dans l'annonce des résultats de l'enquête, Daglo avait nié toute responsabilité de ses forces dans la répression de ce sit-in qui fut l'épicentre du mouvement de contestation. Selon un comité de médecins proches des protestataires, 127 manifestants ont péri dans la dispersion du sit-in. L'instance devant mener en Algérie le dialogue de sortie de crise dont la légitimité est critiquée et essaye de ratisser large. Elle a appelé 23 personnalités à la rejoindre selon un communiqué reçu lundi par l'agence France Presse. Reportage. Chargé par le pouvoir algérien de conduire les consultations pour définir les modalités de la future présidentielle, devant élire un successeur au président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril, l'instance nationale de dialogue et de médiation a pour la première fois détaillé comment elle compte procéder. Alors que sa légitimité est fortement décriée par le Irak, l'instance a appelé 23 personnes à intégrer ses rangs, dont plusieurs personnalités accompagnant le mouvement, tels les avocats Mustafa Bouchachi et Mokran Haït Larbi, l'ex-ministre des Affaires étrangères Ahmed Taleb Ibrahimi et les anciennes combattantes de la guerre d'indépendance Jamila Bouhired et Drifa Ben Mihidi. Plusieurs de ces personnalités avaient posé des conditions à leur éventuelle participation. L'instance appelle aussi à la rejoindre, entre autres, les ex-premiers ministres Mouloub Amrouche, artisan de nombreuses réformes démocratiques, et Mogdad Sifi, d'anciens ministres, un ex-sénateur, des syndicalistes, des professeurs de médecine, un ouléma. Elle consultera la société civile, les partis politiques, les personnalités nationales ainsi que des jeunes et militants du Irak de diverses régions du pays pour leurs visions et propositions pour une sortie de crise, peut-on lire dans le communiqué. De ces contributions, l'instance tirera une série de propositions finales qui seront adoptées dans le cadre d'une conférence nationale souveraine dont les décisions seront contraignantes pour les pouvoirs publics chargés de les transcrire en droit. L'instance se veut une commission non gouvernementale et formée de personnalités indépendantes de l'État et de ses organes ainsi que du Irak, rappelle-t-elle. Coupe du Monde 2022, le tirage au sort au Caire pour les matchs de qualification des équipes de la Confédération africaine de football a été effectué. Ce rendez-vous, faut-il le rappeler, aura lieu au Qatar. Je pense que c'est un tirage au sort clair, sans difficulté. Ce qui est aussi intéressant est que nous avons le Burundi et la Tanzanie, deux équipes qui viennent juste de participer à la Coupe d'Afrique, et aussi le derby entre le Libéria et la Sierra Leone. Deux grands joueurs sont sortis de ces équipes. Son Excellence le président du Libéria, George Weah, et Mohamed Kallon, qui a joué pour la Sierra Leone. Il n'y a plus de petites équipes, donc c'est déjà le signal que tout le monde doit très bien se préparer, même dans le classement. Si vous êtes en haut et qu'il y a une équipe moins bien classée, cela ne signifie pas que vous serez automatiquement qualifié. Vous devez jouer au football, vous devez jouer sur le terrain. C'est la loi du football et j'ai hâte d'avoir d'autres surprises. This is the law of football, and I'm looking forward for other surprises. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes engagées dans cette compétition. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.